Le 3 novembre 2025, un utilisateur anonyme a publié cette image satellite sur X avec la légende « C'est l'image Google Earth la plus terrifiante jamais vue ». L'utilisateur affirmait que l'image montrait une énorme tache sombre de sang jonchée des corps de centaines de victimes d'un récent massacre commis au Soudan. Un spectacle choquant qui est très vite devenu viral sur Internet, l'utilisateur anonyme exigeant que les gens dénoncent le génocide en cours dans le pays. L'image a été vue plus de 15 millions de fois sur X et reste probablement le contenu le plus vu sorti du Soudan ces 2 dernières années pendant la guerre civile dévastatrice du pays. Vous l'avez peut-être même vu vous-même. Et tout ça est une terrible tragédie parce que cette image n'est pas du tout ce que vous croyez. L'image a été postée sur X au moment même où un massacre sans précédent de civils avait lieu dans la ville très peuplée d'El Fasher, dans le territoire du Darfour, à l'ouest du Soudan. Mais l'image montre une zone dans une petite ville beaucoup plus petite appelée Kumia, située à environ 300 km d'El Fasher. Les informations fournies par Google Earth montraient également que cette image satellite précise avait été prise le 16 mars 2024, plus d'1 an et demi avant les événements récents. Et encore plus accablant, des images satellites antérieures prises au même endroit en 2022, avant même que la guerre civile au Soudan n'ait commencé, montrent exactement la même tâche au même endroit. Parce qu'en réalité, il s'agit simplement d'un point d'eau. Et l'image postée sur X ne montre qu'un troupeau de bovins rassemblés autour en train de boire, pas un tas de corps humains et de sang laissé après un massacre. Et ce qui est vraiment rageant dans toute cette affaire, c'est que même si ce post méga-viral précis était faux et trompeur, il reste hautement probable que le plus grand crime du XXIe siècle entier vient bien d'avoir lieu 300 km plus au nord, dans la ville d'El Fasher. Et jusqu'à présent, presque tout le monde n'en a même pas entendu parler au mieux, ou l'ignore et le censure activement au pire. La ville d'El Fasher est la capitale de l'État du Darfour Nord au Soudan. Et quand la guerre civile actuelle dans le pays a commencé en avril 2023, elle était alors sous le contrôle des forces armées soudanaises. Leurs rivaux dans la guerre civile, les forces de soutien rapide ou FSR, ont presque immédiatement commencé à assiéger la ville dès le début de la guerre, enfermant presque tous ses quelques 260 000 habitants à l'intérieur, dont la moitié était censée être des enfants. Pendant les 18 mois apocalyptiques et brutaux qui ont suivi, les FSR ont continué à resserrer l'étau autour de la ville, la bombardant à l'artillerie et avec des drones, refusant tout passage d'aide ou de nourriture et toute entrée ou sortie de personnes, laissant progressivement la population intérieure s'affaiblir par la famine et les maladies. Plus de 220 assauts distincts des FSR ont été lancés pour prendre le contrôle de la ville pendant ces 18 mois de siège. Un siège que l'UNICEF a un moment qualifié de siège médiéval plutôt que du XXIe siècle. En août 2025, les FSR ont commencé à construire un immense berme, une barrière de sable surélevée, encerclant totalement le périmètre d'El Fasher pour resserrer encore plus leur emprise sur la ville, contrôlant encore plus impitoyablement le flux de personnes et de matériel. Début octobre 2025, El Fasher et ses 260 000 habitants coincés à l'intérieur étaient complètement encerclés par ce berme. Tous confinés dans une petite zone de seulement 7 miles carrés dont ils ne pouvaient plus s'échapper et où ils étaient coupés du reste du monde extérieur, comme on le voit sur les images satellites. Et pendant toute cette horrible période de siège, de nombreuses personnes et experts du monde entier n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme. Si El Fasher tombait aux mains des FSR, un massacre inimaginable attendait la population épuisée encore piégée à l'intérieur. Parce que la nature des FSR est connue depuis longtemps. Mi-2023, peu après le début de la guerre civile au Soudan, les FSR ont pris la capitale de l'État du Darfour Ouest, une ville appelée El Geneina. Là, ils ont systématiquement assassiné jusqu'à 15 000 habitants de la ville. Presque 2 ans plus tard, en avril 2025, en route vers El Fasher, les FSR ont envahi ce qui était alors le plus grand camp de réfugiés du Soudan et ont commis une atrocité similaire, tuant plus de 1500 personnes supplémentaires et déplaçant de force 400 000 autres. Pendant tout le siège d'El Fasher, la rhétorique des FSR a présenté de façon répétée l'ensemble de la population de la ville, dont la moitié étaient des enfants, comme des cibles militaires valides qu'il fallait anéantir. Des menaces que la communauté internationale a ignorées et n'a finalement pas su empêcher. Finalement, le 26 octobre, après 18 mois de siège et des avertissements presque constants, les dernières positions des forces armées soudanaises ont été submergées dans la ville, les FSR ont déferlé depuis l'extérieur du berme pour prendre le contrôle, et ils ont immédiatement commencé à perpétrer ce qui pourrait bien être le crime de guerre le plus brutal et le plus horrible du XXIe siècle entier. D'énormes exécutions de masse ciblées ethniquement et systématiques porte par porte ont commencé, d'une ampleur si catastrophique que de véritables mares de sang ont été visibles sur des images satellites prises au-dessus d'El Fasher,
ou même si celle précise postée sur X était fausse. Il y en a beaucoup d'autres images satellites qui semblent bien confirmer cela. Il y a des images comme celle-ci prise le 31 octobre montrant un tas de véhicules calcinés à côté du berme qui encerclait la ville. Le plus glaçant peut-être sont ces séries d'images satellites que je vais vous montrer. La première a été prise au-dessus d'un ancien hôpital pour enfants à El Fasher le 26 octobre, le jour où la ville est tombée aux mains des FSR. Seulement 4 jours plus tard, toute la cour de l'hôpital était remplie de formes blanches mesurant entre 1,5 et 2 mètres de long. Tandis qu'une perturbation fraîche du sol à proximité mesurait entre 5 et 6 mètres de long. 3 jours plus tard, les formes dans la cour étaient toujours là tandis que l'excavation extérieure s'était élargie à 12 x 8 m et le lendemain, une couche de terre fraîche recouvrait la zone d'excavation, suggérant un seul crime terrible ici parmi une ville entière de crimes terribles qui ont eu lieu et ont encore lieu. Documenté par vidéo après vidéo publiée par les FSR elles-mêmes que, vu leur nature graphique, je ne diffuserai pas ici. L'ampleur exacte des tueries qui ont eu lieu à El Fasher après la prise de la ville par les FSR reste à ce jour inconnue. La ville a été plongée dans un blackout des communications peu après que les FSR l'ont envahie, blackout qui, au moment où je tourne cette vidéo, est toujours en vigueur. Mais les analystes qui étudient la guerre civile au Soudan et qui ont suivi le siège d'El Fasher, qui ont examiné les preuves disponibles, estiment que l'ampleur des morts est sans équivalent dans ce que nous avons vu au XXIe siècle. Nathaniel Raymond, directeur exécutif du laboratoire de recherche humanitaire de Yale qui suit de près la guerre au Soudan, a déclaré que plus de personnes pourraient avoir été tuées en une seule semaine à El Fasher après la prise par les FSR que pendant les 2 dernières années de guerre à Gaza, ce qui est tout simplement apocalyptique à imaginer. Au moins 69 000 personnes ont été tuées à Gaza selon le ministère de la Santé de Gaza pendant ces 2 ans de guerre avec Israël, ce qui signifie que le laboratoire de Yale pense que davantage d'êtres humains encore pourraient avoir été tués en une seule semaine à El Fasher. Et il y a de fortes chances que ce soit la toute première fois que vous en entendiez parler. Pour mettre encore plus en perspective l'ampleur de cette calamité, si c'est exact, c'est un niveau de tuerie qui n'a plus été vu nulle part dans le monde depuis les premiers jours du génocide au Rwanda en 1994. Et pourtant, le monde extérieur à El Fasher, au Darfour et au Soudan n'en a presque rien entendu. Même alors que les FSR continuent leur massacre à El Fasher et continuent leurs avancées dans le reste du pays qui pourraient connaître des fins tout aussi horribles, le monde ne fait presque rien pour arrêter les horreurs qui se déroulent activement au Darfour en ce moment même, d'autres conflits majeurs accaparant l'attention internationale qui se déroulent encore en Ukraine et à Gaza. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe au Darfour en ce moment, si vous vous souciez de ce qui s'y passe, et si vous voulez connaître les sources du génocide en cours et comment il pourrait être arrêté, je vous en supplie, regardez cette vidéo et partagez-la plus que toute autre vidéo que j'ai jamais faite sur cette chaîne. Parce qu'il existe un moyen d'arrêter ce qui se passe au Darfour avant que des dizaines voire des centaines de milliers de personnes de plus n'y soient perdues à jamais. Et pour y arriver, il faut d'abord comprendre ce qui se passe au Darfour et comment tout cela est devenu si terrible là-bas aujourd'hui. L'histoire du Darfour est compliquée pour le moins. Aujourd'hui, c'est une région de l'ouest du Soudan qui borde la République centrafricaine, le Tchad et la Libye. Mais c'est un développement assez récent historiquement. Situé aux franges des mondes arabes et subsahariens, le Darfour a connu des siècles de migration, de mélange ethnique et de mariage qui ont rendu l'identité ethnique ici extrêmement fluide et difficile à saisir pour les étrangers. Beaucoup de commentateurs modernes ont simplifié le conflit actuel au Darfour en le réduisant à d'anciennes tensions ethniques entre Arabes et Africains noirs, mais ce n'est pas tout à fait exact. Si vous, en tant qu'étranger, vous rendez au Darfour, vous ne remarquerez aucune différence raciale ou religieuse visible entre les 2 camps impliqués dans cette violence. Tout le monde présent au Darfour, qu'il s'identifie comme arabe ou africain, est également noir, également musulman, et également autochtone de la terre sur laquelle il vit. Au Darfour, les identités arabes et africaines reposent davantage sur la langue et l'occupation. Il y a une variété de tribus nomades arabophones pratiquant l'élevage qui s'identifient comme arabes, historiquement concentrés dans le nord du Darfour, et une variété de groupes sédentaires non arabophones pratiquant l'agriculture concentrés dans le sud qui s'identifient davantage comme africains, les groupes les plus connus étant les Massali, les Agawa et les Four. Ces derniers étant le groupe dont la région du Darfour tire son nom, signifiant à peu près « terre des fours ». Même ainsi, il est important que vous compreniez que ces identités ne sont pas rigides au Darfour et que les identités professionnelles entre éleveurs arabes et agriculteurs africains se croisent souvent.
Pendant la majeure partie de l'ère précoloniale, les Four étaient le groupe dominant dans cette partie du monde et ils ont maintenu un sultanat indépendant pendant des siècles jusqu'à ce qu'il soit écrasé et conquis assez récemment historiquement, en 1874, par un seigneur de guerre soudanais qui l'a rattaché pour la première fois au Soudan. Le Soudan lui-même a ensuite été conquis par les forces coloniales britanniques et égyptiennes et transformé en colonie anglo-égyptienne conjointe en 1899. Au même moment, le sultanat du Darfour a été restauré par un descendant de la lignée royale du sultanat précédent et le Darfour a donc été autorisé à conserver son indépendance en échange d'un tribut annuel. Le Darfour est alors resté indépendant pendant encore plusieurs années jusqu'à la Première Guerre mondiale, lorsque son dirigeant a commencé à s'aligner sur l'Empire ottoman, ce qui a poussé les Britanniques à envahir et conquérir le Darfour et à le rattacher à nouveau au Soudan anglo-égyptien en 1916. Ce qui signifie que le Darfour ne fait vraiment partie du Soudan que depuis un peu plus de 100 ans. Pendant toute la période de domination coloniale et postcoloniale soudanaise au Darfour qui perdure depuis 1916, le Darfour est resté une région profondément rurale, isolée, sous-développée et négligée à la périphérie du pays. Le Soudan lui-même est venu à être dominé politiquement, culturellement et économiquement par un groupe relativement restreint d'élites arabophones de la vallée supérieure du Nil près de la capitale et de la plus grande ville de Khartoum, vers lesquelles toutes les ressources du pays étaient dirigées et où presque tout le développement était concentré, sans presque rien étant partagé avec les régions périphériques majoritairement composées de non-arabes ou de non-musulmans qui, compréhensiblement, se sont sentis de plus en plus marginalisés, particulièrement au Darfour à l'ouest et surtout dans ce qui deviendra finalement le Soudan du Sud au sud. Le Darfour est une région géographiquement immense, à peu près comparable en taille à l'Espagne. Et comme c'est une longue région du nord au sud qui s'étend sur diverses zones climatiques. Les parties les plus septentrionales du Darfour sont des déserts arides dans le Sahara qui se connectent aux frontières de l'Égypte et de la Libye. Le centre est un plateau aride accidenté dominé par les imposantes montagnes du Djebel Mara qui fournissent de l'eau en abondance. Tandis que le sud est un environnement de savane riche qui reçoit également une quantité considérable de précipitations. De façon générale, les parties nord du Darfour ont historiquement été habitées par des peuples nomades arabophones propriétaires de chameaux qui cherchent des pâturages pour leur bétail, tandis que les parties sud ont été habitées par des populations sédentaires agricultrices non arabophones. Pendant des siècles, alors que les nomades arabophones du nord voyageaient vers le sud avec leurs troupeaux, ils entraient en négociation pour leurs routes animales avec les communautés agricoles qu'ils rencontraient, négociations qui finirent par être légalement sanctionnées par le gouvernement soudanais lui-même à l'ère postcoloniale. Mais dans les années 1980, ce système historique a commencé à s'effondrer rapidement face à une sécheresse catastrophique et à la famine qui s'ensuivit. Alors que le climat commençait à changer au Darfour, la quantité de terres arables disponibles a commencé à diminuer. Les précipitations sont devenues moins fréquentes et plus difficiles à prévoir. Au même moment où la population du Darfour augmentait rapidement, ce qui a déclenché un cercle vicieux où les terres arables le long du bord sud du Sahara ont été utilisées plus intensivement pour nourrir la population croissante, ce qui a accéléré encore le rythme de désertification, et ainsi de suite. En 1983 à 84, les pluies au Darfour ont totalement échoué. Les agriculteurs désespérés du Sud face à l'échec de leur récolte ont commencé à se tourner vers l'élevage. Tandis que les nomades désespérés du Nord face à la réduction des pâturages ont commencé à descendre vers le Sud et à entrer en conflit avec les sudistes, des dizaines de milliers de Darfouris ont simplement traversé le pays à pied jusqu'à Khartoum en quête de nourriture pour être faussement déclarés comme réfugiés tchadiens et renvoyés par le gouvernement au Darfour d'où ils venaient où il n'y avait pas de nourriture. Au final, une famine dévastatrice a tué environ 95 000 personnes au Darfour pendant ces années sur une population qui était alors de seulement 3,1 millions, soit environ 3% de la population perdue. Et en même temps, la compétition croissante pour les ressources réduites comme les terres arables et l'eau était attisée par un nouveau sentiment d'identité ethnique poussé par les élites soudanaises et par des influences extérieures. Les élites arabophones soudanaises loin à Khartoum avaient longtemps concentré la part du lion du développement économique dans leur propre région au détriment de toutes les périphéries du pays. Mais elles ont aussi tenté de créer une identité nationale unificatrice de l'ère postcoloniale fondée sur l'arabisme et l'islam, aux grandes dames des peuples non arabes et non musulmans de la périphérie. Ces politiques ont particulièrement enflammé les tensions dans le sud du Soudan où les populations n'étaient ni arabes ni musulmanes et ont conduit à des décennies de guerres civiles massives et de violences entre le nord et le sud qui ont fini par faire des millions de morts. Mais elles ont aussi provoqué une montée régulière des tensions au Darfour ainsi que la violence du conflit nord-sud qui débordait sur lui.
Les frontières internationales entre le Darfour et les pays voisins comme le Tchad et la Libye sont particulièrement poreuses et dans beaucoup de cas n'existent vraiment que sur le papier. Beaucoup de groupes ethniques non arabophones au Darfour comme les Agawa et les Massali chevauchent la frontière avec le Tchad et débordent de l'autre côté, tout comme les groupes arabophones du nord du Darfour. Ce qui signifie que les conflits qui éclatent au Tchad ou au Darfour ont la mauvaise habitude de traverser la frontière internationale à travers leur communauté. Ce problème était particulièrement aigu dans les années 1980 au moment même où le Darfour souffrait de sa famine chronique alors que le Tchad était simultanément impliqué dans une série de guerres civiles qui voyaient une lourde intervention militaire de la Libye de Mouammar Kadhafi. À cette époque, Kadhafi, fervent nationaliste panarabe, était obsédé par la création d'une vision géopolitique qu'il appelait la « ceinture arabe » à travers la région du Sahel en Afrique. Une série de petits États composés des peuples arabophones présents au Tchad, au Niger et au Mali qu'il voulait séparer de leur pays pour créer une ceinture continue d'États à majorité arabe à travers le Sahel de la mer Rouge à l'Atlantique. Pour soutenir cet objectif, Kadhafi a créé une milice paramilitaire qu'il a appelée la Légion islamique au début des années 1970. Elle était composée en grande partie de milliers de volontaires arabophones pauvres en quête d'argent venant du Tchad et surtout des communautés nomades du nord du Darfour et a été déployée par Kadhafi pour combattre le gouvernement tchadien pendant les années 1980 avec un déluge d'armes. La Légion islamique a profité des frontières poreuses entre le Tchad et le Darfour et utilisé le Darfour comme base arrière pour lancer raids et attaques au Tchad tandis que leurs armes proliféraient au Darfour également. La Légion islamique en est venue à embrasser ouvertement une idéologie suprémaciste arabe poussée par Kadhafi lui-même. Et après que la Libye a finalement été vaincue au Tchad et que la Légion a été dissoute à la fin des années 1980, beaucoup de ses membres bien entraînés ont commencé à rentrer chez eux au Darfour, armés à la fois de leurs armes et de leur idéologie au milieu des problèmes environnementaux croissants qui poussaient déjà la région vers le conflit. Ces anciens membres de la Légion islamique ont ensuite fondé un nouveau bloc politique au Darfour qu'ils ont appelé le Rassemblement arabe qui continuait à prôner une idéologie suprémaciste arabe et prétendait que les peuples arabophones du Darfour étaient politiquement et économiquement marginalisés par les peuples africains non arabophones de la région comme les Fours et les Agawa malgré le fait que les arabophones formaient la majorité de la population totale. Les communautés s'identifiant comme africaines non arabophones ont alors commencé à former des milices d'autodéfense pour leur résister. Et ainsi les divisions identitaires qui avaient autrefois été locales et écologiques au Darfour comme éleveurs contre agriculteurs sont soudain devenues ethnopolitiques et même racialisées d'une manière qu'elles n'avaient jamais vraiment été avant les années 1980. Pendant que le gouvernement central à Khartoum qui prônait aussi une idéologie suprémaciste arabe et musulmane a commencé à armer et soutenir le Rassemblement arabe et d'autres milices arabes au Darfour pour maintenir son contrôle sur la région. Une violence à petite échelle entre les deux communautés a commencé à monter, causant quelques milliers de morts dans les années 1990 qui n'a été éclipsée que par les combats beaucoup plus importants qui faisaient encore rage entre le nord et le sud. En 2003, après plus de 21 ans de guerre civile entre le Nord et le Sud et jusqu'à 2 millions de morts, les deux camps étaient épuisés dans une impasse. Et donc le gouvernement soudanais, dominé par les élites arabophones de Khartoum, a décidé d'entrer enfin dans des négociations de paix avec le Sud pour mettre fin à la guerre une bonne fois pour toutes. L'accord qu'ils ont conclu a mis fin à la longue guerre civile Nord-Sud et a ouvert la voie à la sécession et à l'indépendance ultime du Sud quelques années plus tard en 2011. Mais il a aussi été fortement critiqué à l'époque pour ne s'être concentré que sur le conflit Nord-Sud et aucun des autres conflits périphériques du Soudan comme celui qui avait émergé séparément au Darfour. Furieux du mépris une nouvelle fois accordé au Darfour et à ses problèmes par les élites de Khartoum, deux mouvements rebelles sont apparus dans la région appelés l'Armée de libération du Soudan ou ALS et le Mouvement pour la justice et l'égalité ou MJE. Les deux exigeaient une plus grande autonomie pour le Darfour vis-à-vis du gouvernement central, ainsi qu'une redistribution du pouvoir politique et des ressources économiques. En avril 2003, les rebelles de ces deux groupes ont commencé à attaquer des bases de l'armée soudanaise à travers le Darfour et ont commencé à remporter victoire rapide grâce à l'armée soudanaise encore surchargée et préoccupée dans le sud. Plutôt que de détourner son armée du sud pour régler la situation, le gouvernement soudanais a choisi d'exploiter les tensions ethniques récemment apparues au Darfour et a commencé à armer les groupes arabophones de la région pour qu'ils se retournent contre les autres et agissent comme leur force de l'ordre au lieu de l'armée. Ces milices arabophones du Darfour armées par le gouvernement et appuyées par les brigades régulières de l'armée et par l'aviation sont devenues connues sous le nom de Janjaweed et ont été autorisées par le gouvernement à écraser la rébellion au Darfour par tous les moyens nécessaires.
Tout village de la région habité par la même ethnie qu'un chef rebelle, le plus souvent non arabe, était considéré comme cible légitime pour leurs attaques. Et comme le gouvernement ne pouvait généralement pas payer aux combattants janjaouides un salaire fiable comme à l'armée, il les a autorisés à piller et saccager à volonté partout où ils avançaient comme compensation. Le résultat a été une répression brutalement dévastatrice au Darfour qui a un temps mis le Darfour auparavant obscur au centre de la scène mondiale et de l'agenda international. Des dizaines de milliers de civils au Darfour ont été directement massacrés par les janjaouides et leurs collaborateurs, tandis que des centaines de milliers d'autres sont morts de la famine et des maladies causées par leurs actions. Au total, entre 2003 et 2005, environ 300 000 personnes au Darfour ont probablement été tuées comme conséquence directe des actions des janjaouides. Des images satellites prises au-dessus du Darfour à l'époque montraient des villages en feu et des signes clairs d'atrocités de masse. Un grand groupe de plaidoyer s'est formé aux États-Unis appelé la coalition Sauver le Darfour pour sensibiliser le public à ce qui se passait et faire pression sur le gouvernement américain pour qu'il agisse de façon décisive pour l'arrêter. Et il était soutenu par de nombreuses célébrités influentes de l'époque comme George Clooney, Don Cheadle, Mia Farrow, Angelina Jolie, Brad Pitt, Alicia Keys, Oprah Winfrey, Matt Damon et Johnny Depp parmi beaucoup d'autres. La publicité et la pression qu'ils ont exercée sur le gouvernement américain ont contribué à pousser le secrétaire d'État américain de l'époque Colin Powell à déclarer formellement en 2004 que les janjaouides commettaient un génocide au Darfour. À la même période, une enquête de l'ONU a conclu qu'il y avait des preuves irréfutables de crimes de guerre à grande échelle au Darfour et a exhorté le Conseil de sécurité à déférer l'affaire à la Cour pénale internationale ou CPI. Une résolution ultérieure de l'ONU a exigé que le gouvernement soudanais désarme les janjaouides et cesse leur vol militaire qu'ils menaient au-dessus du Darfour. Bien que l'ONU ait constamment évité d'utiliser le terme génocide en parlant de ces événements au Darfour, un grand débat a surgi pour savoir si les événements qui s'y déroulaient au Darfour à ce moment constituaient ou non le crime de génocide. À ce jour, le gouvernement des États-Unis est le seul gouvernement au monde à avoir effectivement déclaré que la crise au Darfour à cette époque avait été de nature génocidaire. L'ONU a formellement conclu que si les actions du gouvernement soudanais au Darfour étaient brutales et délibérées, elles manquaient d'intention génocidaire car l'objectif principal du gouvernement était la contre-insurrection, pas la destruction délibérée de groupes entiers de personnes. Tandis que d'autres comme le gouvernement américain n'étaient pas d'accord et ont conclu que les janjaouides ciblaient spécifiquement les groupes non arabes au Darfour avec la violence. Tout cela a donné naissance à un terme unique pour décrire les événements qui se sont déroulés au Darfour à cette période, le génocide ambigu. En 2006, le gouvernement et certains groupes rebelles du Darfour ont signé un accord de paix. Mais d'autres factions rebelles ont continué le combat et la violence globale a continué, mais à une échelle moindre qu'entre 2003 et 2005. Les janjaouides ont continué à terroriser la population du Darfour, tandis que le gouvernement imputait la violence persistante aux rebelles qui avaient rejeté les accords de paix et prétendait de façon peu crédible que seulement 10 000 personnes au Darfour avaient été tuées par toute cette violence. Le gouvernement a d'abord refusé d'autoriser les observateurs internationaux au Darfour et a fortement restreint le flux d'informations sortant de la région. Tout en s'opposant vigoureusement aux efforts de l'ONU pour déployer une force de maintien de la paix au Darfour en arguant que cela violerait sa souveraineté nationale. Finalement en 2007, le Soudan a cédé et a autorisé une force conjointe Union africaine-ONU à se déployer au Darfour pour protéger les civils et surveiller les cessez-le-feu, qui était alors la plus grande force de maintien de la paix jamais assemblée au monde. Dans les années 2010, les mouvements rebelles au Darfour ont commencé à se fragmenter en factions plus petites. Et bien que l'ampleur de la violence ait décliné, plus de 2,5 millions de personnes dans la région restaient déplacées dans des camps de réfugiés sur une population totale qui n'était alors que de peu plus de 6 millions. Le gouvernement a fini par déclarer la guerre au Darfour terminée en 2016. Et en 2017, l'ONU a commencé à réduire ses opérations alors que le rythme de la violence continuait de décliner. En 2020, la mission de l'ONU s'est complètement terminée. Mais malgré les preuves écrasantes de l'ampleur des crimes de guerre et atrocités qui ont eu lieu au Darfour pendant tout ce temps, presque personne n'a jamais été tenu légalement responsable, ce qui a sans doute instauré un sentiment d'impunité totale chez ceux qui commettent les atrocités actuelles aujourd'hui encore. Bien que le gouvernement soudanais ait parfois payé du bout des lèvres pour tenir responsables les officiers et commandants janjaouides pour crimes de guerre, aucun de ces officiers ou commandants n'a encore jamais été jugé. Bien au contraire, en 2013, la milice janjaouide dépenaillée du Darfour a été formellement élevée au statut de force armée complètement séparée et parallèle dans le pays qui est devenu connu sous le nom de Force de soutien rapide ou FSR.
fait parce que le dictateur de l'époque Omar el-Béchir espérait que ce geste gagnerait leur loyauté et lui permettrait de jouer les FSR et les forces armées soudanaises l'une contre l'autre pour qu'elles ne puissent jamais s'unir pour le renverser. La CPI a fait un peu mieux que le gouvernement soudanais, mais pas de peu. La CPI a émis des mandats d'arrêt contre Omar el-Béchir en 2009 et 2010 pour crimes contre l'humanité et génocide, mais à ce jour la Cour n'a jamais réussi à mettre la main sur lui. Très récemment en octobre 2025, la CPI a jugé un ancien commandant Janjaweed mieux connu sous son alias Kouchib, coupable de 27 chefs d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Darfour. Mais à ce jour il est la seule personne à avoir jamais été jugée pour ce qui s'est passé au Darfour il y a plus de 20 ans. Et la seule raison pour laquelle cela est arrivé est qu'il s'est rendu volontairement à la CPI en 2020 par peur qu'un sort encore pire l'attendait s'il restait plus longtemps au Soudan. Finalement la stratégie d'Omar el-Béchir de jouer les FSR et les forces armées soudanaises l'une contre l'autre a échoué en 2019 et il a été renversé lors d'une révolution populaire qui a viré au coup d'État. Le chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom d'Hemedti, et le chef des forces armées soudanaises, Abdel Fattah al-Burhan, sont alors entrés dans un accord de partage du pouvoir avec al-Burhan président et Hemedti vice-président. 4 ans plus tard, après des négociations de partage du pouvoir presque constamment échouées, les deux hommes ne supportaient plus de partager le pouvoir au Soudan. Et en avril 2023, leurs armées rivales ont fini par se tirer dessus. Et ainsi a commencé la guerre civile actuelle encore en cours dans le pays. Maintenant, avec tout ce contexte que je vous ai construit, il est très important de comprendre maintenant que la guerre civile actuelle au Soudan n'est pas seulement une guerre entre deux généraux rivaux avides de pouvoir. C'est aussi une guerre entre deux héritiers fondamentalement différents du même régime qui domine le Soudan depuis son indépendance de la Grande-Bretagne dans les années 1950. Les forces armées soudanaises, menées par le même type d'officiers arabes du centre ethnique et politique historique du Soudan dans la vallée supérieure du Nil et les FSR qui ne sont que la dernière itération des milices idéologiques arabophones du Darfour qui tracent une ligne continue jusqu'au Janjaweed des années 2000 et à la Légion islamique de Kadhafi des années 1980 et 1970 et même avant l'énorme atrocité qui semble s'être produite à El Fasher. La guerre entre eux à travers le Soudan était probablement déjà la pire crise humanitaire en cours au monde, dépassant même les tragédies parallèles qui se déroulent aussi en Ukraine et à Gaza. L'ONU a déclaré que la famine était devenue endémique au Soudan il y a plus d'un an en 2024. Tandis que d'autres rapports de l'ONU ont conclu que quelques 25 millions de personnes dans le pays font face à des niveaux extrêmes de faim, tandis qu'au moins 12 millions de personnes ont dû fuir leur foyer, dont 4 millions qui ont fui le pays entièrement. En août 2025, un peu plus de 2 ans après le début des combats de la guerre, l'ancien envoyé spécial américain pour le Soudan jusqu'à très récemment, Tom Perriello a rapporté qu'il pensait que le bilan de la guerre avait dépassé les 400 000 personnes. Et c'était alors que El Fasher était encore assiégé par les FSR et que le massacre là-bas n'avait même pas encore eu lieu. Et pendant que les FSR et les forces armées soudanaises se battent vicieusement pour le pouvoir à travers le pays avec d'abondants crimes de guerre, les FSR ont aussi poursuivi le terrorisme à base ethnique au Darfour contre les communautés non arabophones que leur prédécesseur Janjaweed avait commencé au début des années 2000. De nombreux massacres à grande échelle perpétrés par les FSR contre les peuples non arabophones au Darfour comme les Massalis étaient bien documentés même avant même leur siège d'El Fasher comme à El Geneina en 2023 où ils ont systématiquement tué jusqu'à 15 000 personnes dont le gouverneur local dans des massacres maison par maison et chassé des centaines de milliers d'autres après avoir pris la ville. Pendant les 18 mois entiers où El Fasher a été sous un siège complet par les FSR avec plus de 200 000 civils majoritairement non arabophones Zaghawa piégés à l'intérieur. La communauté internationale n'a presque rien fait pour arrêter ce que presque tous ceux qui suivaient ce conflit savaient déboucherait sur un massacre catastrophique si les FSR parvenaient à percer. Pendant tout ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a émis que 2 résolutions qui appelaient seulement à un cessez-le-feu temporaire et à la fin du siège d'El Fasher sans aucun mécanisme concret d'application pour les soutenir. Début 2025, alors que le siège continuait, l'un des derniers actes de l'administration Biden a été de déclarer que les FSR étaient à nouveau responsables de génocide au Darfour tout comme leur prédécesseur Janjaweed. Une détermination qui a été maintenue par l'administration Trump actuelle également. Des sanctions financières et de voyage ont depuis été appliquées par le gouvernement américain sur Hemedti et d'autres dirigeants des FSR, mais aucune n'a provoqué de changement perceptible sur le terrain. El Fasher a quand même fini par être envahi par les FSR. Et maintenant potentiellement des dizaines de milliers de personnes qui étaient piégées à l'intérieur, terrifiées pendant plus de 18 mois, sont mortes.
Les preuves de cela ont inondé Internet via des vidéos prises par les FSR elles-mêmes et depuis des satellites en orbite au-dessus. Et maintenant que El Fasher est tombé, les FSR contrôlent presque entièrement tout le Darfour. Ce qui signifie qu'il existe une très réelle perspective que le Soudan se balkanise davantage entre un régime FSR génocidaire au pouvoir au Darfour et les forces armées soudanaises au pouvoir dans le reste du pays qui restent laissant derrière les minorités non arabophones du reste du Darfour à la merci des FSR qui d'après toutes les preuves précédentes n'existe tout simplement pas plus de massacres et de brutalité au Darfour et quasi certaines tant que les FSR resteront au pouvoir mais s'il y a une lueur d'espoir dans l'ampleur de ce qui vient de se produire à El Fasher, c'est le fait que pour la première fois depuis que cette horrible guerre civile a commencé au Soudan, l'attention mondiale est brièvement revenue au Darfour et qu'il existe une petite fenêtre d'opportunité pour faire pression pour un changement avant que la situation ne devienne inévitablement encore plus apocalyptique. La force principale qui permet aux FSR de commettre leurs atrocités au Darfour est un allié régional clé des États-Unis, les Émirats arabes unis ou qui ont fourni aux FSR la part du lion de leurs armes, financement et couverture politique pendant toute la guerre civile. Les Hauts sont l'un des pays les plus riches du monde grâce à leurs énormes ressources pétrolières, et aussi l'un des plus gros acheteurs d'armes internationaux. Entre 2007 et 2014, les Hauts ont commandé plus de 22 milliards de dollars d'armes conventionnelles, principalement aux États-Unis et aux grands pays d'Europe de l'Ouest comme la France et le Royaume-Uni. En 2020, les Hauts ont signé un tout nouveau contrat d'armes massif de 23 milliards de dollars avec les États-Unis incluant des chasseurs F-35 modernes, des drones Reaper et des milliards de dollars de munitions. Ils ont aussi sorti des milliards de dollars pour achat d'armes supplémentaires à la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Et d'énormes quantités de ces armes que les Hauts achètent partout dans le monde finissent entre les mains des FSR au Darfour. Après la reprise de la ville d'Omdurman près de la capitale par les forces armées soudanaises plus tôt cette année, elles ont rapporté avoir découvert un arsenal de centaines de systèmes de missiles Javelin américains modernes et d'innombrables obus d'artillerie de 155 mm que les FSR avaient abandonnés. Des vidéos vérifiées de combattants FSR les montrent armés de fusils M4 et AR-15 américains. Des moteurs britanniques ont été trouvés dans des véhicules blindés FSR avec des armes françaises et russes et des drones chinois. Le drone chinois CH-95 avancé a été fréquemment repéré entre les mains des FSR au Darfour récemment, ce qui a donné aux FSR des capacités militaires avancées comme la reconnaissance longue portée et les frappes aériennes. Mais aucun de ces pays ne fournit directement les FSR en armes car elles transitent par les Hauts. Il y a un peu plus de 2 ans, le Wall Street Journal a été le premier grand média à rapporter la chaîne d'approvisionnement d'armes des Hauts vers les FSR. À l'époque, le journal affirmait que les Hauts faisaient voler des avions cargo vers un aéroport proche de l'autre côté de la frontière au Tchad chargés d'armes destinées aux FSR et que les Hauts déguisaient ces avions et ces expéditions en missions humanitaires. Au printemps 2025, les FSR ont subi une série de revers militaires majeurs dans leur guerre contre les forces armées soudanaises qui a culminé avec la perte de la capitale Khartoum en mars. Après cela, craignant que les FSR ne perdent la guerre, des preuves suggèrent que les Hauts ont rapidement accéléré le rythme de leur livraison d'armes, rapporté par l'Agence de renseignement de la défense américaine et le Bureau du renseignement du département d'État à partir d'images de champs de bataille et satellites. En plus de leur route habituelle via le Tchad, les Hauts ont ajouté des routes de contrebande d'armes supplémentaires via des avions cargo vers la Somalie et la Libye avec des transferts terrestres directs aux FSR ensuite. C'est cette augmentation rapide des armes des Hauts à mi-2025 qui a permis aux FSR de resserrer leur étau autour d'El Fasher et d'accélérer le rythme de leurs attaques et de la pression et qui a finalement conduit au probable massacre que nous observons depuis l'espace. Et sans les ventes d'armes majeures que les pays font aux Hauts qui sont ensuite transférées par eux aux FSR, il est douteux que les FSR soient capables de continuer à se battre ou à commettre leurs innombrables atrocités. Les Hauts font tout cela parce qu'ils voient dans les FSR la meilleure chance de défendre leurs propres intérêts au Soudan. Les Hauts sont finalement intéressés par l'accès aux ports stratégiques soudanais de la mer Rouge, ses produits agricoles et surtout les riches gisements d'or du pays. Le Soudan est l'un des pays les plus riches en or naturel au monde et les zones les plus riches se trouvent au Darfour. Et si la contrebande d'or hors du pays n'est pas nouveau, elle s'est rapidement développée depuis le début de la guerre civile actuelle. Ces dernières années, un arrangement informel et clandestin s'est établi entre les Hauts et les FSR qui voient des armes aller vers les FSR et de leur revenir vers les Hauts. De l'or des mines contrôlées par les FSR au Darfour, passer en contrebande à travers les frontières du Tchad, de la République centrafricaine, du Soudan du Sud et de l'Ouganda, puis directement expédié par avion vers Dubaï.
En 2024, avec la guerre civile faisant rage toute l'année, Léo était le plus grand marché d'exportation du Soudan avec 1,6 milliard de dollars d'exportation totale dont 91% n'étaient que de l'or, ce qui représentait aussi plus de la moitié de toutes les exportations du Soudan. L'or est devenu l'une des stratégies de diversification les plus importantes des au loin du pétrole, qui a vu Dubaï se transformer en l'un des principaux hubs commerciaux de l'or mondial. La ville abrite désormais des milliers de négociants en or et de nombreuses raffineries d'or. Pendant que l'Afrique est devenue la principale source d'or du pays, les importations d'or d'Afrique vers Léo ont presque triplé en seulement une décennie entre 2012 et 2022. En 2022 spécifiquement, Léo ont importé environ 59,5 milliards de dollars d'or dans le pays et 58% de ce montant provenait uniquement d'Afrique. Selon des données acquises auprès de l'aide suisse publiée en 2024. Très notablement, cela signifiait aussi qu'en 2022 presque 7% du PIB entier des Hauts était constitué d'or africain importé. Et une part significative de cet or provient des mines du Darfour sous contrôle des FSR. Mais les armes que Léo fournissent aux FSR en échange de cet approvisionnement en or contribuent directement à des atrocités historiques énormes comme ce qui vient de se passer à El Fasher. Et les armes que les États-Unis et d'autres pays vendent aux Hauts contribuent aussi directement. La clé pour arrêter les massacres et la brutalité des FSR au Darfour passe par faire pression sur les Hauts pour qu'ils cessent leur soutien au groupe. Mais c'est malheureusement plus facile à dire qu'à faire. Les Hauts sont un allié majeur des États-Unis au Moyen-Orient et utiles à Washington de nombreuses façons. En plus d'acheter simplement des dizaines de milliards de dollars d'armes américaines et remplir les caisses des entreprises de défense américaines, les Hauts se sont aussi engagés à investir un colossal 1,4 billion de dollars aux États-Unis sur les 10 prochaines années dans des secteurs comme l'IA, les centres de données, l'énergie et la fabrication. Les Hauts abritent une importante base aérienne américaine à Al-Dhafra, qui accueille la 380e escadre expéditionnaire aérienne américaine utilisée pour soutenir les missions aériennes dans la région contre l'État islamique et l'Iran. Les Hauts ont aussi été la puissance arabe la plus importante à ce jour à rejoindre les accords d'Abraham de l'administration Trump qui normalisent leurs relations avec Israël et ils ont exprimé leur soutien au plan de paix proposé par Trump à Gaza également. Faire pression sur les Hauts pour qu'ils coupent leur soutien au FSR risque de rompre le commerce lucratif de l'or qui coule du Darfour vers les Hauts. Et par extension, cela risque de mettre en péril les énormes investissements financiers et achats d'armes que les Hauts font avec les États-Unis. Le statut d'une base aérienne américaine clé au Moyen-Orient. Et peut-être pire, cela pourrait mettre en danger tout l'accord d'Abraham en poussant les Hauts à reconsidérer la reconnaissance d'Israël, ce qui risquerait de renverser ce qui a été jusqu'ici l'une des plus grandes victoires diplomatiques de l'administration Trump. Néanmoins, le génocide en cours qui semble se dérouler au Darfour ne sera pas arrêté par le même genre de mots, condamnations et déclarations vides que le monde extérieur a tenté jusqu'à présent. La seule façon qu'il s'arrête est d'interférer réellement avec la capacité des FSR à tuer. Et la seule façon de faire cela est de couper la chaîne d'approvisionnement d'armes qui leur arrive via les Hauts. Une combinaison de pression diplomatique, sanctions, gel d'avoirs et suspension des contrats d'armes avec les Hauts est la seule façon possible de le faire. Mais comme il y a tout simplement tellement d'argent et d'influence que les Hauts exercent aux États-Unis, il n'est pas clair si le gouvernement américain pourra jamais rassembler la résolution nécessaire pour faire ce qu'il faut. Je ne peux qu'espérer me tromper et qu'à l'avenir, des tragédies encore pires au Darfour après le cauchemar déjà en cours à El Fasher puissent encore être évitées avant qu'il ne soit beaucoup trop tard pour tous ceux qui y sont encore. Les horreurs qui se déroulent actuellement au Darfour aujourd'hui ne sont pas non plus sorties de nulle part. Tout comme l'Holocauste n'a pas commencé dans les années 1940 et que la violence au Rwanda n'a pas commencé en 1994, la violence interethnique et les génocides ne commencent jamais dans le vide et arrivent toujours après des années voire des décennies de tensions croissantes et de signaux d'alarme. Et dans le cas du Darfour, beaucoup des origines de la violence d'aujourd'hui remontent à Mouammar Kadhafi et son influence sur la région dans les années 1970 et 80. Et s'il devait y avoir un prix pour le dirigeant le plus excentrique ou bizarre de l'histoire moderne, personne d'autre que Kadhafi ne le mériterait mieux. Toujours vêtu de ses robes flamboyantes et lunettes de soleil de créateur pour les apparitions publiques, les plus de 40 ans de pouvoir de Kadhafi en Libye ont été remplis de certains des moments les plus mémorables des relations internationales. Comme la fois au 35e sommet du G8 en 2008 où il a proposé le partage de la Suisse après que les autorités suisses aient arrêté son fils pour avoir battu ses domestiques dans un hôtel. Ou la fois où il est venu à une conférence de l'ONU à New York et a tenté de planter une énorme tente dans Central Park où il comptait résider.
Ou la fois où il a tenu un discours d'1 heure probablement sous drogue à l'ONU en 2009 sur la recherche du vrai assassin de JFK et appelant à déplacer le siège de l'ONU en Libye. Il a aussi lancé une invasion du Tchad voisin au sud de la Libye pour conquérir du territoire et dans le processus a attisé les flammes des tensions ethniques et de la violence au Darfour pour atteindre ses propres fins. Parmi ces nombreux autres conflits qu'il a déclenchés avec les États-Unis, son soutien mondial à d'innombrables organisations terroristes et militantes idéologiquement aussi diverses que l'IRA et l'armée rouge japonaise, et sa propre guerre finale avec son peuple en 2011 qui a mené à une intervention militaire de l'OTAN et à sa fin macabre filmée. Il a tout de même été potentiellement le dirigeant le plus intéressant et le plus bizarre à avoir jamais honoré la géopolitique au cours du dernier demi-siècle. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'est que vous aimez probablement ce que je fais. Merci infiniment d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner.